Mon nom est Gaëlle Fédida, je suis la coordinatrice provinciale de l'Alliance des maisons d'hébergement de deuxième étape pour femmes et enfants victimes de violences conjugales au Québec. Je vais vous parler de qu'est-ce que l'Alliance a pu faire parce que c'est un collectif, et c'est vraiment comme ça que je veux le présenter, comment on a obtenu des financements pour les services des maisons, dans les maisons de deuxième étape. Pendant plusieurs années, depuis le début des deuxièmes étapes, et certaines ont une vingtaine d'années déjà, peut-être même plus, on avait des bâtiments. C'était jamais trop un problème d'obtenir des bâtiments, mais par contre, le service à l'intérieur n'était pas financé. Donc, en gros, on était capable d'avoir une flotte d'autobus sur le stationnement de l'école, mais on n'avait pas de gaz, on n'avait pas de conducteur pour les conduire. Donc, on pouvait toujours avoir une flotte de bus, on remplissait pas notre mission de transport scolaire. Donc, c'est ce qu'on a fait valoir. Et comment est-ce qu'on l'a construit? Donc, l'Alliance, pendant une dizaine d'années, ça a été uniquement des directrices de maisons, seules, sans personnel, sans personne, qui essayaient de se battre et de monter les revendications. En 2011, elles ont obtenu 30 000 $ pour recruter quelqu'un, qui se trouve d'ailleurs être dans la salle, Mélanie, qui a donc été la première travailleuse de l'Alliance et qui, pendant les 2 premières années, a vraiment jeté les bases d'un travail collectif, d'une compréhension collective de ce que c'était que le travail de deuxième étape, et donc qui a monté le premier cadre de référence. Et ça a été un outil essentiel pour nous, par la suite, pour pouvoir faire des revendications auprès des autorités. Ensuite, pendant 2 ans, il y a eu un creux, et puis depuis 4 ans, je suis arrivée en poste. La première chose qu'on a pu faire, et effectivement ça fait écho à ce que Jeanne nous racontait, ça a été de s'associer avec une université, un centre de recherche à Montréal qui travaille sur la violence conjugale, pour déjà essayer de quantifier le problème. Parce que moi, le CA m'a embauché en disant « il en faut plus ». Ok, il en faut plus. 200, 500, 700, qu'est-ce qu'on demande au juste? C'est ça, ils n'avaient jamais eu le temps de faire ce décortiquage-là. Donc on a fait en 2016 un sondage auprès de l'ensemble des maisons d'hébergement de première étape de la province, où on demandait aux intervenantes d'identifier dans leur clientèle de l'année précédente combien de femmes auraient eu besoin d'un service de deuxième étape. De cette étude, on a le résultat qui est qu'il est estimé que 8% des femmes qui passent en première étape auront besoin d'une deuxième étape. Et ça rejoint des chiffres de la SCHL d'il y a 20 ans, qui avait aussi fait une étude par rapport à ça, et qui eux chiffraient à 7%. Donc on sait qu'on est à peu près dans la braquette, et que donc là, on était capable d'établir le besoin. Donc on estimait que c'était 500 femmes par année au Québec, et que donc on était capable de dire qu'il s'en prendrait au moins 200 unités de logement, en fonction des durées moyennes de séjour, mais ça c'était un minimum. On est plus entre 200 et 250 logements dont on a besoin. Donc la première étape, ça a vraiment été de quantifier la question et d'avoir une alliance forte avec un centre de recherche. Pourquoi? Parce que malheureusement, l'expertise des terrains n'est pas suffisante pour convaincre des milieux politiques et financiers, ça prend des chiffres. Je reviens là à ce que Jeanne nous exposait aussi. La deuxième étude qu'on a faite en 2017, ça a été de parler un petit peu de l'impact des services en deuxième étape. Puis là, on n'est toujours pas financé. La réalité concrète, c'est qu'il y a aujourd'hui l'Alliance compte une vingtaine de membres sur les 25 maisons de deuxième étape qui existent au Québec. La question, c'était donc d'avoir une base commune pour toutes ces maisons-là, et notamment d'avoir construit le cadre de référence. Donc ça avait été fait déjà depuis longtemps, y compris un cadre financier où on disait, ok, combien ça nous coûte d'opérer une maison d'une dizaine de logements. Donc ça a été fait assez rapidement. Quand on est arrivé à la question de l'impact, on est à ce moment-là dans une situation où les maisons, globalement, sont financées à hauteur de 20% pour les services. Et je dis bien globalement parce que certaines maisons avaient un financement quand même peut-être à hauteur de 50%, puis la plupart avaient juste 0. Donc, à ce moment-là, on est dans une situation où dans les maisons, nous avons 1,2 travailleuses en moyenne. Dans chaque maison qui compte en moyenne 8 à 11 logements.
Donc 1,2 travailleuses, c'est évident que là, il n'y a pas du service adéquat, ni pour les femmes, ni pour les enfants. Donc le 8%, c'est ce chiffre-là qu'on a porté. Et là, on a vraiment organisé une campagne plutôt politique, et ce sur deux aspects. On disait au gouvernement, au ministère de la Santé, qu'il s'agissait pour nous vraiment de sécurité. Ce sont les femmes les plus en danger de violences post-séparation qui vont jusqu'à l'homicide conjugal. Donc c'est vraiment de la mise en sécurité, et j'insiste beaucoup là-dessus, parce que, évidemment, vu les problèmes de disponibilité de logement social, on peut avoir envie, quand on est en première étape, de référer une femme qui trouve difficilement un logement social en deuxième étape. Mais c'est pas ça l'idée. Une deuxième étape, vu qu'il n'y en a quand même pas trop non plus, c'est vraiment pour les femmes qui ont encore, dont l'indice de dangerosité du conjoint, quand la femme sort de la première étape, reste haut, et que donc il y a vraiment un besoin de sécurité. Et ce piton-là a vraiment marché. Je vais vous expliquer après au niveau des ministères qu'on a démarché. Le deuxième piton, ça a été les enfants, parce qu'on a dit, dans un refuge d'urgence, il y a des intervenants de jeunesse dans tous les refuges d'urgence, puis ça c'était déjà financé de longue date par le gouvernement. Donc ils restent là 3 mois, ils ont des services, ils arrivent chez nous pour 1 an, 0 service. Alors que c'est là aussi, que là on peut avoir le temps de travailler davantage sur ce qui s'est passé, etc. Donc ces deux pitons-là, je dirais, ont un petit peu décoincé sur le plan de la compréhension politique de certains enjeux. Et là, on a organisé vraiment un harcèlement, je dirais, systématique de 5 ministères. Ministère de la Santé, ministère du Logement, ministère de la Sécurité, ministère des Femmes, des droits des femmes, et ministère du Budget. Donc on les a harcelés avec nos documents, on s'est pointé partout où c'était possible, il y avait des consultations publiques au niveau de la stratégie nationale logement, on a mis une fille derrière chaque micro, à chaque endroit où il y avait des consultations. On a démarché absolument tous les députés des maisons, et principalement les libéraux qui étaient à ce moment-là au pouvoir. Donc on a usé de tous ces leviers-là. Au final, il ne me reste même pas 1 minute, mais je vais quand même dire le final. Donc au final, et c'est vraiment une belle réussite collective parce que ça a été animé et porté par chaque directrice de maison dans chacune des localités. On développait quelques outils pour elles, mais vraiment l'important c'était on y va. À toutes les portes. Alors finalement, l'année dernière, déjà on a été admise, on a eu un siège au comité d'analyse des meurtres conjugaux du coroner du Québec. On a été invités dans des huis clos du gouvernement, notamment pour le budget. Il n'était jamais arrivé que tout d'un coup on s'était fait une petite place là. Ils se disaient tiens, celles-là, elles ont des choses à nous dire. On a été très actifs au niveau des consultations sur le plan d'action contre la violence conjugale. Et là, qui est sorti au Québec en août l'année dernière et qui reconnaît 2 choses pour la toute première fois. Premièrement, que le ministère de la Santé est responsable de financer les services en deuxième étape. Et deuxièmement, que la SHQ, la Société d'habitation du Québec, est responsable de fournir des unités pour les maisons d'hébergement et notamment de développer des unités pour les deuxièmes étapes. Donc c'est vraiment des très grosses victoires. Au niveau financier, ce qu'on a obtenu, c'est le financement de 80% de nos services. Notre demande était de 33 500 $ par an par unité. On a obtenu 27 000 $ par an par unité, qui maintenant sont récurrents. C'est surtout cette récurrence aussi, évidemment, qui était extrêmement intéressante, et qui correspond à peu près à 80% de nos besoins. Donc évidemment, vous imaginez bien que cette année, ça a explosé. On est tellement heureuse de voir tous les services qui se sont développés dans les deuxièmes étapes. Bon, pour les enfants, évidemment. Ensuite, des cliniques juridiques, des cliniques psychologiques, des loisirs, de la récréologie pour les enfants, des camps d'été pour les enfants, etc. Au total, il y a eu à peu près une 50aine de recrutements de personnel dans les maisons de deuxième étape au Québec l'année dernière. On est très très heureux. Et la suite, parce qu'on ne finit pas de se battre, c'est qu'il en manque encore des unités. Donc là, on part à cheval maintenant pour un développement stratégique de nouvelles unités, en particulier dans les 5 régions du Québec où actuellement il y en a 0. Donc pour moi, c'est vraiment un beau succès d'action collective. Merci. Vraiment un beau succès d'action. Merci. Vraiment un beau succès d'action. Merci.
Merci. Vraiment un beau succès d'action. Merci.